Et donc, je souhaiterais que nous rejoigne Irène Brocardi, qui est maire de la Ferté-Loupière et conseillère départementale, Claude Boursier, qui est vice-président de la Chambre d'agriculture, Régis Dondaine, qui est agriculteur, éleveur et qui représente Agri-Énergie Dondaine, et qui représente son frère aussi, parce que si c'est pas l'un, c'est l'autre. Merci d'être venu. Bertrand Cordonnier, qui est le monsieur Adem Bourgogne, et avec lequel on s'entend très très bien, contrairement à ce qui se passe en Indre-et-Loire. Vous ferez passer le message à vos collègues là-bas, c'est que des méchants. Thierry Guet, directeur territorial Yonne pour GRDF. Et enfin, Anne-Laure Berthaud, qui est ingénieur process chez Tractebel Engineering pour la société Engineer. Déjà, je ne sais pas ce que vous faites, madame, mais on va se comprendre. Ingénieur process, vous allez nous dire ce qu'on peut faire. Je voulais vous donner la parole, madame le maire, puisque vous avez bien voulu venir témoigner aujourd'hui devant vos collègues maires. Normalement, ça fonctionne. Vous avez une installation, un méthaniseur qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure en image sur votre commune. Racontez-nous comment ça se passe au niveau de la municipalité, des voisins, des associations, d'écolos, etc. Votre vrai métier, c'est de faire de la sociologie appliquée au ministère de la Défense. Peut-être que ça vous a aidé pour comprendre comment réagissaient les gens sur un méthaniseur. Et est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous recommandez, est-ce que vous incitez vos collègues maires à se lancer dans l'aventure pour peu qu'il y ait des hommes, une exploitation, un territoire qui s'y prête? Alors vous avez raison, mon expérience à la Défense m'a permis de tracer des parallèles puisque le propre de ce genre d'installation, c'est quand même de créer du conflit. Du conflit avec les riverains, puisque j'ai en effet sur ma commune une installation qui est de méthanisation, qui est adossée à une exploitation agricole de 170 hectares, dans laquelle il y a également un élevage de 100 vaches, et qui va bientôt évoluer vers 150 têtes. Et du coup, cette évolution est a créé des inquiétudes de la part des riverains, qui m'ont interpellé avec des préoccupations qui sont parfaitement légitimes, à savoir que les voisins de cette installation se disent qu'ils ont acquis ou un bien ou qu'ils en ont hérité, qu'ils y sont attachés, qu'ils aimeraient pouvoir le transmettre, et puis que la croissance de cette installation et de cette exploitation peut-être va créer des nuisances d'ordre visuel, du fait des bâtiments qui sont construits, d'ordre olfactif peut-être, des nuisances qui seront peut-être liées au trafic routier qui va être plus intense, et qu'ils ont peur de voir l'objet de leur attachement qu'ils souhaiteraient transmettre à des enfants ou à des êtres qui leur sont chers, ou qui souhaiteraient vendre pour réaliser un capital, eh bien se dégrader et perdre en valeur, tant au niveau valeur financière que de la qualité de vie. Et ces préoccupations, pour un élu, eh ben, elles sont parfaitement légitimes. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas un méthaniseur, c'est pas forcément une plus-value pour un territoire. C'est pas forcément perçu comme tel par les voisins. Ouais. Après, le maire est également interpellé par l'exploitant, qui se dit qu'il a un outil de production, que cet outil de production, il a des atouts en termes environnementaux, en termes énergétiques, en termes économiques, que lui, il est entrepreneur, qu'il a envie de le développer, et c'est normal, parce que c'est sa vision d'entrepreneur et c'est son rôle, et qui voit émerger des freins du fait de riverains dont les préoccupations sont complètement annexes, et c'est complètement légitime aussi. Donc moi, le citoyen que je suis trouve ces installations parfaitement intéressantes. Déjà, je trouve ça formidable qu'on réussisse à transformer de la bouse de vache en électricité et en chaleur. Franchement, avoir cette idée et pouvoir la réaliser, c'est remarquable. Et ensuite, c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des vrais atouts pour ce genre d'installation. En tant que maire, je me dois une neutralité absolue et je dois rappeler tout le monde à la loi.
Ce qui est autorisé est légal, ce qui est interdit l'est. Si l'exploitant a eu toutes ces autorisations, il n'y a aucune raison de l'empêcher de développer son outil. Si les riverains jugent par contre que les nuisances sont insupportables et qu'ils veulent poursuivre, engager des poursuites, c'est légitime aussi, puisque bon, la loi elle est fixée à un instant T en fonction des priorités d'une société et qu'elle peut évoluer de diverses manières. Donc voilà un petit peu la position d'un maire. Alors effectivement, c'est pas simple, mais en tant qu'élu, est-ce que vous considérez que c'est une richesse pour votre commune, indépendamment des inquiétudes, des craintes des riverains, des voisins, des associations? Au final, est-ce que vous dites, ma commune a pris de la valeur parce qu'elle a un méthaniseur qui produit de l'énergie renouvelable et que c'est l'avenir, tout simplement? Ou pas? Alors, il y a différents points. Je pense en effet qu'on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser à ces projets, puisqu'on est en pleine transition énergétique et ces projets ont au moins l'avantage, même si ça crée du conflit dans les villages, d'amener ce débat sur la transition énergétique qui est très très loin au niveau de notre territoire et de notre lieu de vie, et c'est très bien. Donc il faut qu'on s'y intéresse. Ces conflits contribuent à faire en sorte que les gens s'approprient la transition énergétique localement. Et puis réfléchissent, je crois, il faut qu'on essaie en tant qu'élu d'accompagner le débat vers un passage de la nuisance au risque. Moi, j'ai suivi ce conflit avec beaucoup d'intérêt et je me suis dit, mais en fait, cette nuisance, qui reste à déterminer et puis à constater réellement, mais si elle existe, on ne peut pas juste la considérer en termes esthétiques, à savoir avoir un cadre de vie détérioré. Il faut qu'on analyse aussi le risque, quels sont les risques qui sont liés aux autres moyens de produire de l'énergie, en particulier l'énergie nucléaire. Je crois qu'il faut qu'on s'engage vers la diversification. Ce genre de structure dans des villages comme celui de la Ferté-Lupierre, en effet, c'est de l'activité économique et on n'en a plus beaucoup. Donc ça, c'est un autre point essentiel à garder en mémoire. Mais malgré tout, il faut garder un équilibre entre les intérêts de chacun et ça, c'est le rôle d'un élu local. Merci pour votre témoignage. Je voudrais faire réagir tout de suite Régis Donden. On va vous passer. Il y en a un autre micro là. On devait en avoir 4, mais je ne sais pas pourquoi. On n'en a que 2. On va y arriver quand même. Parce que Madame le maire a parlé de risques, de dangers, d'inquiétudes, etc. Et vous, avec votre frère, vous êtes à la tête du plus gros méthaniseur de Lyon, je crois, avec un investissement de plus de 4 millions. Vous avez 1 an déjà d'ancienneté dans la production. Est-ce que les tensions, les inquiétudes, les interrogations se sont apaisées ou est-ce que vous avez toujours des gens qui vous regardent bizarrement autour de votre propriété et de votre méthaniseur? Au démarrage de l'activité, au démarrage du projet, on a eu beaucoup de problèmes. Problème de voisinage, problème d'association qui s'est créé contre le projet. Donc c'est vrai que quand on a lancé le projet, on va revenir 10 ans en arrière, c'était quasiment pas connu, on ne connaissait pas la méthanisation. Donc les gens avaient très peur de tout, avaient peur des odeurs, avaient peur du trafic routier, de l'explosion, et surtout peur d'avoir ça à côté de chez eux, quoi. Et sachant que nous on s'est installé au bord d'une autoroute, donc il y a déjà quand même l'autoroute qui était là, qui pourrait dévaloriser le paysage. Donc on s'est installé près de l'autoroute pour plusieurs raisons, par rapport au transport. Et aujourd'hui l'activité elle est en fonctionnement depuis 1 an, on avait quand même plus que peur. Par rapport aux matières, on choisit les matières qu'on veut recevoir extérieures. Il faut bien savoir que méthanisation, tous nos fumiers ont une odeur, ça, on ne peut pas le renier. Par contre, quand on prend des matières extérieures, les matières extérieures ont aussi certaines odeurs. Et par rapport aux tiers, il faut bien savoir qu'il y a des matières qu'on peut recevoir qui sont très odorantes. Donc nous, on s'engage à ne pas prendre des matières qui, pour nous, sont intolérables au niveau de l'odeur. Donc on élimine tous ces produits-là pour être, on va dire, le mieux possible avec le voisinage. Parce qu'actuellement, vous avez 55%, je crois, des intrants qui sont de votre propriété. Oui, on a un petit peu plus de 55% d'origine agricole. Et donc, le reste, c'est l'industrie agroalimentaire qui arrive par camion, quoi. Tout à fait, oui. Donc ça arrive par camion, en général c'est par camion citerne, donc au niveau de l'odeur il n'y a pas de souci. Par contre on pourrait recevoir, on a l'agrément pour recevoir des bouts de stations d'épuration et des tas de matières comme ça, et ça aujourd'hui on n'en prend pas, on n'en veut pas, pour diverses raisons, dont surtout les odeurs.
Parce qu'en fait, l'installation, les odeurs qui peuvent se dégager de l'installation sont les odeurs liées au stockage des intrants. Une fois que la matière a été digérée, qu'elle est stockée et prête à être épandue ou séchée, on n'a plus de problème d'odeur, ou beaucoup moins, on va dire. Donc aujourd'hui, l'installation, elle tourne. Les opposants sont toujours sûrement opposants. On va dire qu'aujourd'hui, on baisse les oreilles, on le regarde. On n'a pas eu de soucis, on a fait une porte ouverte qui s'est très bien déroulée. On était contents de nous puisque vraiment, il y a beaucoup de monde qui est venu voir, qui ne connaissait pas la méthanisation. Et en fait, le problème il est là, quoi. C'est quand on a lancé le projet, on nous a reproché de ne pas communiquer, de ne pas assez communiquer sur le projet. Il faut toujours plus communiquer, toujours. Oui, sauf que quand on est agriculteur et qu'on monte un financement plus de 4 millions d'euros, on vous regarde difficilement. On n'a pas surface financière pour assumer un projet tel que celui-là. Donc forcément, on ne va pas présenter un projet, faire des réunions publiques, dire on va faire un projet méthanisation, ne sachant pas s'il aboutira ou pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'on nous a reproché ça. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il faut communiquer ou quoi. Aujourd'hui, on a fait une porte ouverte, les gens sont venus voir, ils sont curieux. On a des visites assez régulièrement de gens qui viennent voir, qui s'intéressent. En général, les gens ressortent très intéressés à l'installation. Mais c'est vrai que communiquer, c'est bien, mais des fois, communiquer, ça peut des fois aussi faire peur en amont du projet. Il faut trouver le juste milieu, quoi. Madame le maire, comment vous réagissez aux propos de Régis Dondaine? Oui, moi, les deux besoins que je retire de la situation qu'on vit à la Ferté-Loupière, c'est en effet un besoin de communication. Et je suis contente de voir que l'ESD a pour projet de communiquer sur la méthanisation, parce qu'il y a en effet beaucoup de peurs et de perceptions qui sont parfois pas raisonnées. Et puis après, il y a des questions qui sont de vraies questions auxquelles il faut pouvoir répondre. Et on n'est pas forcément armé pour ça. Et les exploitants ne sont pas forcément non plus formés à ça, donc c'est compliqué. Donc s'il peut y avoir une structure qui nous accompagne localement pour le faire, c'est très bien. Et puis c'est vrai que il me semble que l'acceptation sociale de ce genre de projet serait aussi plus grande si leur utilité sociale était plus grande. Si l'installation que j'ai à la Ferté-Loupière alimentait tout le hameau en électricité ou en chaleur, je pense que les choses se passeraient différemment aussi. Donc ça, le lien entre installation et distribution est vraiment à travailler de mon point de vue très localement. Je vais donner la parole. Gardez le micro, monsieur, puisque vous représentez, vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture, donc vous êtes entre les élus locaux et entre les agriculteurs. Quel est votre discours? Quelle est votre vision des choses? C'est-à-dire qu'est-ce que les agriculteurs viennent vers vous en disant on aimerait bien, mais on sait que c'est compliqué, c'est cher, c'est long, il y a des opposants, ou alors le climat s'apaise au contraire, et puis vous arrivez à accompagner les porteurs de projets tranquillement. Quelle est la vision de la Chambre? Bon, la Chambre surtout. Voilà, c'est bon. La Chambre est là surtout pour conseiller, informer. Parce que, bon, si vous voulez, l'organisation qui est faite en Bourgogne, il y a ce qu'on appelle des relais agroénergie dans chaque département. Donc, il y en a un dans l'Yonne, et en plus, il est spécialisé en méthanisation. Alors, le contact avec les agriculteurs, c'est, bon, surtout de réfléchir à la faisabilité du projet. Alors, c'est aussi bien environnemental qu'économique, que tous les problèmes qui peuvent se poser en voisinage. C'est la première étape quand un agriculteur ou un groupe d'agriculteurs a l'intention de se lancer dans la méthanisation, c'est de voir un petit peu ce tour assez simplifié, mais qui permet d'aller plus loin. Est-ce qu'à votre connaissance, au-delà des 6 méthaniseurs en exploitation, et puis je crois que Hélène de Vauchel nous a parlé d'une dizaine de projets qui pourraient émerger, il y a d'autres exploitants agricoles qui veulent s'engager dans cette activité? Oui, enfin, les chiffres qui ont été présentés datent à peu près d'une année. Disons qu'il n'y a pas eu tellement d'évolution, mais on peut expliquer ça par la crise de l'élevage, par la morosité un petit peu dans l'agriculture en ce moment. Je ne suis pas là pour pleurer, mais disons que ça peut engendrer... Enfin, les gens réfléchissent avant de se relancer dans des nouveaux projets qui sont quand même des investissements, comme l'a dit Eric, extrêmement importants par rapport au budget qu'on a dans les exploitations agricoles. Je voudrais faire réagir... Il y en a un qui est presque en voie de réalisation. Oui. C'est pour ça que ça va passer bientôt à 7. D'accord. Merci, monsieur. Je voudrais faire réagir le monsieur Adem Bourgogne, donc Bertrand au cordonnier.
Quand on s'était rencontrés il y a quelques jours dans les bureaux du syndicat, je trouvais que vous avez une vision très, très rassurante, très logique. C'est-à-dire que vous nous avez dit, voilà, un méthaniseur, c'est une affaire d'hommes d'abord, et donc je pense à votre voisin, au frère d'Onden. Ensuite, une histoire d'exploitation agricole. Et enfin, on regarde ce que l'on peut logiquement, financièrement, techniquement installer comme méthaniseur. Mais vous partez du principe qu'il n'y a pas de règle d'or, pas de doctrine entre petite, grande ou moyenne installation. Il faut d'abord regarder les hommes qui sont porteurs du projet, ensuite la taille de l'exploitation, pour qu'elle soit presque peut-être autosuffisante dans les intrants, et enfin on adapte le projet. C'est votre vision des choses ? Oui, c'est pour la méthanisation, on va dans cette voie-là. Je fais un peu le parallèle avec l'éolien ou le photovoltaïque, qui sont des énergies renouvelables, on va dire, un peu plus capitalistiques, où voilà, il y a un gros investissement à mettre, mais derrière, on laisse tourner ou on laisse le soleil faire, c'est plus compliqué, hein, ça ne tourne pas tout seul, mais c'est quand même, voilà, on va dire, géré différemment. La méthanisation, Eric Donden pourra le dire, faut y être au quotidien. Il faut y être au quotidien pour faire tourner l'installation, mais il faut être au quotidien pour monter le projet également. Donc on ne peut pas se dire, parce qu'on fait des cartes où on dit on a le réseau de gaz, on a ce qu'il faut, on va faire de la méthanisation. La méthanisation, il y a des porteurs de projets qui peuvent être alors privés, agriculteurs ou publics avec des aides, des soutiens. Mais avant tout, voilà, il faut un porteur de projet. On ne peut pas avoir un développeur aussi qui va s'approprier le territoire pour développer des projets. Il peut venir en complément, en aide, en soutien. Par contre, à la base, voilà, il y a toujours des hommes, en général des agriculteurs ou des industriels, qui portent des projets, et donc il faut que le projet leur ressemble et qu'ils aient envie d'aller dans ce projet-là. On peut avoir des démotivations assez rapidement hein, sur des projets qui ne seraient pas conformes aux attentes des hommes. Après, évidemment, le projet et les attentes des hommes doivent se mêler au contexte territorial, en termes d'énergie, en termes de matière, etc. Et en termes économiques, évidemment, pour que le projet puisse aboutir. Est-ce qu'il y a des projets qui étaient une vraie fausse bonne idée et qui se sont crachés à mi-parcours parce que justement les hommes qui étaient à la base du projet n'avaient pas évalué toutes les contraintes, les engagements. Et quand je parle avec les frères Donden au téléphone, ils disent bah, c'est comme de l'élevage, il faut y être tout le temps. Hein, donc c'est pas quelque chose qu'on branche pour une fois et puis on revient 8 jours après voir ce qui se passe. Alors sur la Bourgogne, parce que moi je m'occupe que de la Bourgogne, donc voilà, je n'irai pas au-delà. Non, on n'a pas eu de projets ou d'installations qui se sont crachés comme ça. Il y en a eu d'autres hein, au niveau national et il y a quelques années. Mais voilà, sur la Bourgogne, non. Par contre, clairement, on a des installations qui fonctionnent. Alors les installations ont 2-3 ans de retour, hein, donc on est au tout début, qui ne fonctionnent pas forcément de manière optimale. Il y a encore des recherches à faire sur le fonctionnement pour être sûr de produire au max, on va dire, pour avoir la rentabilité derrière qu'il faut. Après, alors, moi de mon côté, je ne suis pas inquiet parce que des méthaniseurs comme ça, au bout de 2 ans, qui tournent à plein régime, c'est ce qu'on souhaite, mais c'est quand même compliqué. Donc le but, c'est que voilà, au bout de 2-3 ans, ils arrivent à trouver leur rythme de croisière, pour que sur les 15 ans derrière où ils ont le contrat d'achat de garantie, ils puissent fonctionner au top. Après, on en a par contre qui fonctionnent très bien dès le départ. On a un petit peu de tout, mais on n'a pas de gros incidents industriels, on va dire, par rapport à la méthanisation en Bourgogne en tout cas. Alors, je voudrais, dans la continuité de votre propos, vous proposer la parole à Anne-Laure Berthaud. Vous êtes ingénieur process chez Tractebel Engineering NG. Donc, en 2 mots, qu'est-ce que c'est donc que cette filiale du groupe Engie ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc Tractebel, c'est une société d'ingénierie, donc une filiale du groupe Engie, qui donc a une activité dans tous les domaines énergétiques, donc du gaz à l'hydraulique. On a au sein de Tractebel France essayé de développer donc l'activité biogaz il y a quelques années. Donc nous réalisons des missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui vont de la réalisation des études d'avant-projet aux études pro avec la constitution des dossiers de consultation des entreprises, le suivi de réalisation avec principalement la gestion des interfaces entre les différents contractants et une assistance au démarrage sur les projets.
Et donc, dans les échanges qu'on a eus, vous rejoignez un petit peu ce que dit Monsieur le Cordonnier, c'est-à-dire que pour vous, l'importance première, c'est le contexte local. Ensuite, on a les intrants, d'où ils viennent et comment ils viennent. Alors ensuite, il y a un problème sur le digestat. J'en ai parlé avec, je ne sais plus, c'était vous ou votre frère? C'était vous. J'ai pas très bien compris. Il y a une histoire de plan d'épandage. Peut-être que Monsieur Boursier pourra nous éclairer sur l'histoire du plan d'épandage. Et après, le retour sur investissement. Voilà. Donc, est-ce que dans le cadre de votre expertise au sein du groupe Engie, vous avez une vision qui peut conforter ce que dit par exemple Monsieur Cordonnier, ou est-ce que vous êtes un peu opposé? Alors, au cours de nos différents projets, on s'est rendu compte que l'impact du contexte local est assez fort. Donc, on a réalisé un projet de R&D pour développer un outil d'optimisation technico-économique qui permet, donc, à partir de différentes sources de gisements identifiées, de mettre en place, donc de tester différentes solutions techniques et de voir, de faire un dimensionnement préliminaire des installations et de voir la rentabilité du projet. Donc en prenant en compte les contraintes locales, donc qui vont être l'approvisionnement des intrants, donc le coût des intrants, les coûts de transport essentiellement. La gestion du digestat, effectivement, donc avec le plan d'épandage. En fait, le digestat a une valeur agronomique en fin de traitement. Donc, il peut être normalisé en engrais, en fertilisant. Mais là-dessus, excusez-moi de vous interrompre, je crois qu'à partir du moment où 100% des intrants ne viennent pas de la propriété, il y a un problème pour le digestat, non? Pour le plan d'épandage. Allez-y, prenez la parole. Ou monsieur Boursier, peu importe, je ne sais pas. Pourquoi, à partir du moment où les intrants viennent d'ailleurs, de la propriété, on ne peut pas épandre le digestat? Parce qu'on est en zone... On peut être aussi en zone vulnérable. On n'a pas le droit, quand même, du point de vue réglementaire, d'épandre ce qu'on veut, aussi bien en taux d'azote que d'autres produits plus ou moins interdits. Oui, mais les intrants sont contrôlés. À l'arrivée sur la propriété de M. Dondaine, par exemple, il ne met pas n'importe quoi dans ses méthaniseurs. Donc ceux qui rentrent peuvent ressortir. Non? Oui. Pas forcément. Quand il y a un plan d'épandage qui est établi, il y a quand même eu un cahier des charges qui a été écrit. Et il faut que ça réponde. Et est-ce qu'on pourrait aller vers un plan d'épandage pour les dédier spécifiquement aux méthaniseurs, ou est-ce que c'est pas possible, ça? En fait, pour chaque projet de méthanisation, on regarde le plan d'épandage à mettre en place pour assurer le suivi du digestat, donc en fonction du bilan d'azote, de potassium. Vous avez un plan d'épandage chez vous? En fait, oui, toutes les exploitations ont un plan d'épandage, peu importe qu'elles soient installations classées ou autorisation, installation, déclaration. Sauf que quand on fait la méthanisation, donc on passe du fumier d'une matière, on va dire, on passe à une autre matière, donc on digesta. Quand vous mettez dans le méthaniseur, à partir du moment où vous mettez 1 kg de matière qui vient de l'extérieur, tout le digestat passe déchet. Donc, notamment, on a un plan d'épandage pour le fumier. Le plan d'épandage récupère la matière donc, du producteur de déchets. Et nous, on récupère cette matière-là sur le plan d'épandage. Sauf qu'après, en fait, on fait grossir le plan d'épandage, puisqu'on a nos matières, plus les matières extérieures. Et après, c'est là que ça se complique, quoi. Et donc, comme c'est considéré comme un déchet, il faut le tracer jusqu'au bout. Donc, le plan d'épandage, analyse et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça, c'est très lourd, quoi. Et la normalisation, aujourd'hui, ça rame. Ça rame. C'est pas sorti encore. Et Anne-Laure Berthaud, est-ce que vous apportez votre assistance concrète à des exploitants comme M. Dondaine pour justement moins ramer sur ce problème de digestat? En fait, on fait de l'assistance pour instaurer ce plan d'épandage en prévoyant les intrants qui vont être traités dans l'unité de méthanisation. Après, effectivement, il y a des adaptations du plan d'épandage à prendre en compte parce que du coup, vos intrants sont d'une année sur l'autre un petit peu différents. Vous avez une part fixe et une part d'industrie agroalimentaire qui peut varier en composition agronomique. Oui, et aussi par rapport à l'évolution du plan d'épandage. En fait, aujourd'hui, nous, on n'est pas en zone vulnérable. Je pense qu'on va y passer dans les années qui viennent, puisqu'on est vraiment un tout petit bout d'appendice sur le Lyon
on n'est pas en zone vulnérable. Donc on va passer d'un seuil, on va dire, à 170 unités. Donc le plan d'épandage va être obligé d'évoluer. Et par rapport à ça, c'est très compliqué d'aller voir des tiers, de proposer de la matière pour les pendre sur leur parcelle, sachant que c'est un produit qui a une très bonne valeur agronomique, ça en est plus que conscient. Mais au niveau réglementaire, c'est très compliqué à avancer, quoi. Alors, après, une solution. Excusez-moi, j'ai Hélène de Vauchel qui piaffe sur sa chaise et qui veut parler. Allez-y, Hélène. Ah, le micro, normalement, devrait fonctionner. Je voulais juste un petit peu compléter pour que tout le monde comprenne bien le contexte réglementaire actuel de la gestion du digesta, qui est le produit sortant de la méthanisation. Oui. Donc, il y a une réglementation ICPE qui précise qu'effectivement, selon ce que vous mettez en entrée dans votre digesteur, vous avez une réglementation associée avec un plan d'épandage à respecter en fonction de ce que vous mettez dans votre méthaniseur. Aujourd'hui, tous les méthaniseurs ont un plan d'épandage spécifique. Et effectivement, si vous mettez que des intrants agricoles, vous avez un plan d'épandage, on va dire, qui n'est pas forcément très contraignant, mais plus vous mettez d'autres types de matières, et notamment des bouts de station d'épuration, vous avez des contraintes, et ce qui est normal, des contraintes du même type que les plans d'épandage pour les bouts de station d'épuration actuels. Donc tout ça est quand même très encadré. Ça n'empêche pas que ce soit effectivement contraignant, puisque plus on va mettre de matière dite extérieure, plus on va avoir des contraintes spécifiques sur les distances, par exemple, aux habitations, sur la fréquence d'épandage de ces matières sur une surface ou une autre, mais c'est ce qui permet aussi d'assurer la traçabilité. Mais il y a par contre des travaux... La difficulté, c'est que, ce que m'avait dit M. Donden, c'est qu'en fonction des saisons, ce qui vient de l'agroalimentaire ou des cantines scolaires, etc., est variable. Tout à fait. Vous m'avez dit, en été, on mange moins riche qu'en hiver. Et donc, tout varie d'un mois ou d'un trimestre à un autre. Donc, à chaque fois, replan d'épandage différent. De toute façon, donc, c'est hyper compliqué pour un agriculteur qui a autre chose à faire. Il y a un suivi du plan d'épandage, mais comme il y a déjà un suivi actuellement des plans d'épandage indépendamment de la méthanisation. Et d'ailleurs, c'est la Chambre d'agriculture souvent qui réalise ces plans d'épandage et qui est en appui des agriculteurs pour réaliser ces choses. Par contre, je veux juste noter, et je pense que c'est peut-être aussi ce que vous vouliez dire, qu'il y a beaucoup de réflexions quand même en cours sur la normalisation du digesta, pour justement essayer de modifier un petit peu ces contraintes actuelles et de pouvoir mieux gérer ce digesta. Mais il n'empêchera pas que la normalisation, elle s'appliquera uniquement à des installations dont les intrants sont réguliers. On aura du mal à normaliser des produits avec des intrants qui sont très irréguliers. Donc il faut aussi bien garder le cadre, et je pense que ce cadre, il est aussi important pour également derrière rassurer les riverains et la population sur l'exutoire qui est proposé pour le digesta. Voilà. Merci beaucoup. Avant que l'on parle de biométhane avec Thierry Guet, je voudrais revenir avec vous, Anne-Laure Berthaud, sur le retour sur investissement. Donc c'est long quand même, c'est 9 ans à peu près. Selon le type d'installation, en fait, ça dépend du statut de l'intrant. Si c'est vraiment un déchet et qu'il n'y a aucune valorisation, les temps de retour sur l'investissement sont drastiquement réduits. Ouais. Après, ça va dépendre aussi du type de valorisation. S'il y a des possibilités d'injection sur le réseau, les besoins en chaleur également aux alentours. Et en fait, on s'est rendu compte que selon la filière, donc la chaîne procédée mise en place et le type de valorisation et différents paramètres, on a une variation du temps de retour sur l'investissement très différente, très importante. Monsieur Donden, qu'est-ce que vous avez comme estimation de retour sur investissement? Et Dieu sait si votre investissement est important. En prévision, on est entre 7 à 8 ans normalement. 7 à 8 ans, donc peut-être un petit peu moins. Si... Anne-Laure nous parlait de 9 ans, vous êtes à peu près dans les clous. On reviendra ensuite en fonction de vos questions sur les différents aspects de la méthanisation. Je voudrais avancer avec vous, Thierry Guet, vous êtes directeur territorial Yonne GRDF. Donc vous avez un peu une obsession, c'est le biométhane, le biométhane, le biométhane. C'est un peu ça va remplacer le gazoil, c'est génial et c'est l'avenir. Vous nous avez, je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez le faire, vous avez une présentation et puis un petit film que vous m'avez fait passer qui est passé sur France 3. On le passe maintenant ?
Comme vous voulez. Peut-être après, ce sera peut-être la conclusion. Voilà. Alors, allons-y. Alors, effectivement, moi, je voulais... bon, on a parlé beaucoup de méthanisation et de production de biogaz et de biométhane. Le biométhane, effectivement, c'est une réalité. Hélène de Vauchel disait tout à l'heure qu'il y a probablement une dizaine d'unités de méthanisation en service en France. Aujourd'hui, c'est 14. Dans quelques mois, ce sera 40. Et on a 400 projets en carton. Donc, c'est en train de se développer de façon très, très rapide. Et ce qui indique qu'on n'aura sans doute pas de difficulté à atteindre l'objectif de la loi de transition énergétique qui fixe à 10% la quantité de gaz vert qui sera dans les tuyaux. Alors moi, je voulais avoir un angle un peu différent. C'est finalement une des utilisations très intéressantes du point de vue environnemental de ce biométhane injecté dans les réseaux. C'est sous l'angle de l'utilisation de donc carburant, notamment pour les transports de marchandises. Donc ça a un impact environnemental extrêmement intéressant. Bon, ça c'est un schéma un peu classique, déchets collectés, etc. Donc, alors, j'ai mis comme titre que le bio-GNV, donc le biométhane carburant, GNV c'est gaz naturel véhicule, j'ai mis c'est un carburant extraordinaire. Parce que ce carburant, ce biométhane utilisé comme carburant, permet d'avoir une réduction de l'ordre de 95% des émissions de CO2 par rapport à des véhicules gasoil. C'est quand même important. Tout à l'heure, on a parlé, on a tous en tête le facteur 4. Là, c'est pas un facteur 4, c'est un facteur beaucoup plus important. Hein. La réduction est extrêmement forte. La particularité des moteurs gaz naturel, c'est que ça n'émet quasiment aucune particule fine. On a aujourd'hui avant on avait des PCET, maintenant des PCAET avec la nécessité de s'intéresser à la protection de l'air. Et particules fines et protection de l'air sont deux sujets qui sont associés. Et donc, autre élément, on a effectivement une réduction assez importante des dioxydes d'azote. Et un élément aussi, la pollution sonore. Un moteur gaz est 2 fois plus silencieux qu'un moteur gasoil. Donc, un certain nombre d'intérêts pour ce carburant. Visuel suivant, s'il vous plaît. Et en fait, donc nous, les gaziers, nous sommes des gens qui sommes pour on va dire, la complémentarité des énergies et dans le domaine du transport, la complémentarité du transport. Il y a aujourd'hui, on parle beaucoup effectivement de mobilité électrique pour les petits véhicules. Et en ce moment, le monde du transport est en train de basculer vers le gaz. D'abord pour un intérêt économique. Excusez-moi, quand vous dites qu'il est en train de basculer, c'est déjà une réalité ? C'est une réalité. En raison d'abord de décisions individuelles de certaines sociétés de transport, et aussi sous la pression des grandes enseignes, Carrefour, Castorama, Biocoop par exemple, qui dans leurs appels d'offres pour le transport demandent à ce que les véhicules qui alimentent leurs magasins fonctionnent au gaz. Et Biocoop même, c'est biogaz, enfin bio-GNV, de manière à ce qu'ils aient entièrement une chaîne bio, y compris pour l'alimentation de leurs magasins. Donc il y a effectivement un dynamisme assez important des entreprises de transport de marchandises qui sont en train de basculer vers le gaz. Et donc, il y a une disposition qui vient d'être adoptée dans le projet de loi de finances de cette année pour leur permettre de les aider à faire l'acquisition de véhicules gaz. Voilà, PFC, voilà. Alors, là, ce sont... Oui. Peut-être vous voulez y venir après, mais pour les transporteurs routiers, où est-ce qu'on peut se recharger en biogaz ça existe dans Lyon, par exemple ? Alors, en fait, nous avons une station ici dans notre site, de GRDF à Auxerre, mais il ne permet pas de recharger un camion. On va dire c'est une problématique, ce rechargement en biométhane, carburant, parce qu'on est au début du lancement de la filière.
On s'est posé la question de la poule à l'œuf. Hein. Est-ce qu'on crée des stations pour générer le besoin? Mais donc c'est beaucoup d'investissement. On attend plutôt que les camions Parce que sortent. ceux qui roulent là, de Carrefour et tout ça, Oui. ils s'alimentent où? Alors, il y a une station à Dijon, il y a une station à Lyon, il y a une station à Il y a Strasbourg. une autonomie de combien pour un poids lourd? Alors ça peut aller jusqu'à 800 km pour un camion. Ah, d'accord. Ouais. Donc en fait, effectivement, un véhicule c'est environ 500 km, un véhicule léger environ 500 km d'autonomie, et un camion ça va jusqu'à 800 km avec du gaz compressé, et puis sous une forme liquide, on est plutôt sur 1200 km. Là c'est marqué 700 km, fait donc 4 ans à 700. Donc on n'est pas obligé d'avoir des points de charge tous les 50 ou 100 km. Non. C'est pas Mais le par souci. contre, ce qu'on imagine, et il y a un certain nombre de sociétés qui sont en train de se positionner là-dessus, c'est que ce système de pompe donc d'alimentation en gaz va se développer dans les années qui viennent. Voilà, visuel suivant. Alors ça, c'est pour illustrer effectivement ce que j'ai exposé tout à l'heure. Ce sont la carte nationale des injections de biométhane qui prouve que le biométhane est une réalité. La première unité de biométhane injectée en Bourgogne et donc à Chagny avec un procédé un peu particulier puisque c'est une unité de traitement des ordures ménagères qui produit du biométhane qui est injecté dans le réseau de transport. Voilà. Et alors effectivement, donc on a aussi au niveau national des relations assez étroites avec l'ADEME. On parlait de l'ADEME tout à l'heure. Il y a une feuille de route ADEME. Donc, qui a été rédigé en concertation avec les acteurs et qui identifie une ambition assez réaliste à l'horizon 2030, ce qui est affiché ici. On devrait avoir probablement 1500 installations d'injection, soit les 10% de la consommation de gaz à cet horizon. Ça paraît réaliste au vu du décollage qu'on observe et ça permettrait de faire rouler 200 000 véhicules lourds au bio-GNV. Et à titre de comparaison, un poids lourd qui fonctionne au GNV, ça a autant d'impact environnemental que 50 Zoé, par exemple. Un seul poids lourd. Donc, donc on le verra d'ailleurs dans le film qui va suivre. Les professionnels du transport de marchandises aimeraient bien aussi que pour un camion, il y ait un petit coup de pouce, peut-être pas autant que pour les Zoé, parce que sinon ça paierait plus que le prix du camion. Mais un petit coup de pouce, ils aimeraient bien ça, nos amis les transporteurs de marchandises. Voilà donc les éléments que je voulais présenter. Donc, on passe au film. On peut regarder en image justement la réaction des transporteurs sur le biométhane. Alors c'est pas celle-ci. Ça c'est voilà. Des tonnes de déchets ménagers. Voilà le carburant automobile de demain. Nous sommes à Chagny, au tout nouveau centre de revalorisation des déchets, et c'est ici que le contenu de nos poubelles se transforme en biométhane. Ce biométhane est ensuite injecté sur les réseaux de gaz. Injecté sur les réseaux de gaz pour ensuite alimenter notamment des véhicules au gaz naturel. Voici deux types de camions qui fonctionnent uniquement au gaz naturel. Il y en a une centaine en Bourgogne. On a une mobilité qui permet de réduire de près de 90% les particules, qui est un problème dont on entend de plus en plus parler. Les moteurs gaz sont 2 fois plus silencieux que les moteurs diesel. Sont très économes donc en énergie, produisent peu de CO2. Et lorsqu'on utilise le biométhane à la place du gaz naturel importé, on a une mobilité avec quasiment 0 CO2. Les transporteurs routiers s'intéressent de plus en plus au gaz naturel dans le souci de moins polluer. Mais pour l'instant, rien n'est fait pour les inciter à renouveler leur parc de véhicules. Quelqu'un, un particulier, téléspectateur qui achète une voiture, il a une aide de 10 000 €. Nous, les transporteurs, on a une bulle, 0. Il y a quand même un paradoxe. Je pense quand même qu'on pourrait aider, et les Allemands l'ont fait. Ça m'embête de toujours parler des Allemands, mais d'un autre côté, on n'est pas si bête que ça en France, on peut faire aussi bien que les autres. Donc, ça serait quand même logique qu'il y ait une aide, un coup de pouce à cette nouveau carburant. Gaz naturel, biométhane, les solutions existent pour réduire la pollution de notre environnement naturel. Reste à nos responsables gouvernementaux à prendre les bonnes décisions. En France, la quantité d'énergie dont on a besoin, c'est pour le garder. Alors Bertrand au Cordonnier, est-ce que ce coup de pouce en faveur du biométhane pour les poids lourds va arriver ou pas? Je n'en sais rien du tout. Vous n'en savez rien.
Pour l'instant, il n'existe pas. Oui, certainement, on y arrivera un jour. La question, c'est plutôt le délai. Dans 2 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Ça, l'expérience montre que l'autorisation d'injecter du biométhane dans les réseaux de gaz en France s'est fait en 2011. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Quand en Suède ou en Allemagne, ça a été autorisé depuis 15-20 ans. Donc voilà, on a eu 15-20 ans de retard par rapport à d'autres pays. Tout ça parce qu'on nous disait que d'injecter du biogaz dans des réseaux de gaz, c'était très dangereux, que ça allait intoxiquer toutes les ménagères qui allaient brûler ça dans leur cuisine. Et c'est les entreprises du gaz qui nous disaient ça. Donc on est content de voir qu'aujourd'hui, il y a eu un revirement et qu'enfin, on va pouvoir démarrer cette filière avec le retard de quelques années qu'on a sur nos voisins, qu'on essaiera de rattraper, et j'espère que notamment sur les poids lourds, en effet en termes de mobilité, il y a un gros enjeu sur ce transport-là au niveau du biométhane carburant, on pourra avancer assez rapidement. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations sur, soit en tant qu'élu, vous avez eu un témoignage d'un élu qui doit gérer un méthaniseur sur sa commune, soit en tant qu'exploitant, vous avez M. Zonden, soit au niveau de l'institution Chambre d'agriculture, au niveau de l'ADEME, au niveau du biométhane, au niveau des ingénieurs qui travaillent sur ces dispositifs. Oui, monsieur, on va vous apporter un micro là-haut. Et à côté de vous aussi, je crois. Voilà, tout en haut aussi. J'y vois pas grand-chose. Oui, bonjour, Alain Chaplot, maire de l'Île-sur-Serein, et également agriculteur. D'abord, je voudrais féliciter Eric pour la pugnacité qu'il a fallu qu'ils aient, lui et son frère, pour arriver à amener ce projet. C'est quand même assez déplorable de passer, il a annoncé un certain nombre d'années pour arriver à mettre en place ce projet. J'ai vu tout à l'heure, en tant qu'élu, on a tous plus ou moins des problèmes d'assainissement avec les nouvelles normes qui arrivent. Donc tu as été assez réticent sur l'utilisation des boues de station. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'odeur. Est-ce qu'on peut faire de la boue semi-sèche, des choses comme ça? Et au niveau des produits verts, des petites tailles, enfin des petits ligneux, est-ce qu'éventuellement on pourrait quand même pas les incorporer dans ces systèmes-là? Donc je parle du Tuya, du Troen, des choses comme ça. Monsieur, allez-y. Merci pour le compliment. Donc par rapport à l'incorporation des boues, nous on est réticents, c'est plus par rapport quand on a monté le dossier, on ne voulait pas parler de boues pour ne pas compliquer encore plus le dossier. L'installation, on a les rubriques CPE pour prendre des boues. Peut-être qu'un jour on commencera à en prendre. Et sur les boues, il y a plusieurs problèmes. Il y a déjà l'origine de la boue. Aujourd'hui, on est quasiment tranquille, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut trouver des boues encore d'assainissement avec des particules dedans qui sont nocives pour nos pompes. Dans les boues, on peut trouver... je ne vais pas faire le détail, mais vraiment des corps étrangers. On peut trouver aussi bien, on va passer de la fourchette à la lingette, et des fois d'autres corps comme des bouts de bois. Et quand on est infiniment mélangé, comme notre cas, comme tous les méthaniseurs, les grosses marmites, on fait passer tous les produits de la forme solide à la forme liquide. Donc on passe par un broyage et par du pompage. Donc tous ces produits-là, c'est vraiment des gros soucis pour nous, et c'est des gros frais derrière d'entretien, quoi. Après, le produit des boues, en général, tous les retours, il n'y a quand même pas trop de mauvais produits, je crois. Au niveau méthanogène, c'est assez bon, c'est moyen ou assez bon. Mais c'est plus par rapport à nous aujourd'hui, la psychologie, notre philosophie est encore pas... On n'est pas encore bien à fond dedans, on veut tourner bien, on voulait mettre l'installation en route comme il faut, avec des bactéries, on va dire, saines, on va dire. Et après, peut-être qu'un jour, on en arrivera là, quoi. Après, par rapport aux ligneux, le problème, c'est qu'on peut digérer de l'herbe, on ne peut pas digérer de la branche de tuyère, on ne peut pas digérer du petit morceau de bois. Tous ces produits-là, on va les retrouver en haut du digesteur, ils vont flotter. Donc en fait, ils vont mettre des années pour être dégradés, ou pas être dégradés surtout. Donc en fait, c'est un problème, quoi. Et par rapport à tout ça, donc on en revient entre les boues et les déchets verts, ça demande un très gros tri à la source. Il faut que tous les produits soient triés vraiment propres. Quand on reçoit des biodéchets, comme c'est nous le cas aujourd'hui, dans les biodéchets, on retrouve deux. Donc le biodéchet, en fait, c'est les grandes surfaces, les restaurateurs, qui éliminent leur surplus de consommation, donc ça part dans des déconditionneurs, des usines qui trient le bois, le fer, le verre, le plastique. Et nous, derrière, on récupère ce qu'on appelle une soupe. Donc dedans, il y a toutes les matières, les déchets, donc tout ce qui est laitage, les sirops, les produits traiteurs, tout ce qui s'ensuit. Sauf que le plastique, on en retrouve encore un petit peu, et un peu trop notre goût.
Et ensuite, on retrouve des bouts de verre. Et tous ces produits-là, en fait, c'est infime. C'est le plastique, on est autour de 0,2% sur la matière sèche. Donc ça représente une quantité très c'est très très petit. Par contre, c'est un produit qu'on retrouve dans le digestat à l'épandage. Donc c'est des particules qui font, on va dire, 4-5 mm de diamètre en général. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à les trier. Les bouts de verre, quand les industriels déconditionnent les conserves, tout ce qui est embouteillé, on retrouve, ça s'appelle la silice de verre. C'est du verre très fin broyé. Il ne pose pas de problème à l'épandage ni quoi que ce soit. Par contre, on use les pompes dedans. Et il y a un problème de sédimentation dans le digesteur aussi. Donc en fait, tout ce qu'on incorpore dans le digesteur, c'est digérable, c'est méthanisable. Après, on élimine le bois par rapport à ces problèmes de ligneux, on élimine le verre, mais par contre, au bout d'un moment, on va saturer le digesteur, quoi. Soit en indésirables, genre en verre plastique, ou en autres matières qui seront vraiment néfastes pour nous, quoi. Donc, je comprends que Madame le maire était inquiète parce que vous êtes en train de nous dire tranquillement que vous épandez du plastique et du verre. Donc, si vous voulez, c'est pas non plus très... Ça fait des petites quantités, mais c'est pas énorme quand même. C'est vraiment infime. Et je rajoute juste, c'est dans votre installation qui traite des biodéchets. Dans l'installation à la Ferté-Loupière, il n'y a pas de biodéchets ou déchets extérieurs qui arrivent. Donc c'est des installations assez spécifiques qui ont les traitements pour, où il en reste toujours une petite partie. Par contre, c'est pas la grande majorité des installations qui traitent plutôt de l'agricole. Et je complète juste sur les déchets verts ligneux. Donc comme l'a dit Eric, c'est pas dégradable en méthanisation. Nous, on voit une complémentarité avec le compostage. Il n'y a pas de concurrence a priori entre compostage et méthanisation, puisque justement la fraction ligneuse qui se composte relativement bien ne se méthanise pas et inversement. Donc il y a plutôt une complémentarité. Donc le ligneux, vaut mieux l'envoyer en compostage de proximité si possible, et on peut également composter du digestat avec du ligneux pour avoir un traitement global des déchets verts sur un territoire. Madame le maire. Oui, je voulais juste compléter, étant donné qu'on a parlé d'épandage, de résidus de déchets, etc. Quand même, pour l'installation qui se trouve sur mon territoire, elle a un gros avantage environnemental puisqu'elle est liée à un élevage de bovins qui est que les pâturages sont maintenus dans les zones de basse vallée et que ça, c'est un atout pour la qualité de l'eau. Merci. Il y avait une autre question tout en haut. Oui, monsieur ? Oui, bonjour. Christian Morel, je suis vice-président du syndicat de traitement des eaux usées de l'Auxerrois. Donc, problème des boues de station. Actuellement, elles sont séchées, mais on consomme du gaz. Ou il y a possibilité de faire du compostage. Et est-ce que la méthanisation pourrait être une solution plus intéressante pour le traitement de ces boues ? Je peux peut-être répondre directement. Allez-y. Oui, alors les boues, moi j'aurais tendance à dire, pour rejoindre un peu Éric Dondaine, qu'il vaut mieux les méthaniser seuls quand on peut. Parce que comme il l'a dit, dès que vous mettez un petit peu de boue dans de la matière entre guillemets propre, tout est considéré comme boue de station d'épuration avec les contraintes que ça implique derrière, notamment réglementaires en termes d'épandage. Donc sur des stations d'épuration d'une certaine taille, comme je pense que celle d'Auxerre peut l'être, vaut mieux méthaniser en direct que les boues. Comme ça, on restreint un petit peu les problèmes éventuels. Il y a la station d'épuration de Dijon qui méthanise ses boues. Ça a pas mal d'avantages, réduction de volume, réduction des odeurs, hygiénisation partielle, meilleure acceptation pour le monde agricole. Donc oui, après ça a un coût parce que les boues sont en général assez liquides et quand on les méthanise, c'est liquide. Donc ça produit pas énormément d'énergie si on met que ça. Après oui, il y a un vrai avantage de les méthaniser. C'est plus l'aspect économique souvent qui peut bloquer par rapport à ça. Donc après, il faut étudier, comme tout autre projet, il faut l'étudier un peu plus précisément pour voir ce qui est possible de faire. D'autres, oui, madame. À vrai dire, j'avais quelques craintes quand Jean-Noël Loury nous a dit qu'on allait plancher sur la méthanisation. Je me disais que c'était un truc très technique qui n'allait pas intéresser les foules. Mais visiblement, je me trompais. Il y a beaucoup d'interrogations. Allez-y, madame. Bonjour, Sylvie Vaudou, maire de la commune de Sceaux. Je voulais savoir tout simplement si le digestin, il était vraiment digeste pour les animaux qui sont dans les prés, et puis si il y avait un organisme d'État qui régulièrement faisait des relevés dans les terrains, tout simplement. Vous semblez exprimer quelques craintes, quelques tout à inquiétudes. Fait. Parce que je suis une commune limitrophe à Atty, où est la propriété de M. Dondaine. Ah, tout simplement. Ouais. Est-ce que vous connaissez?
Je connais son frère. Ah, bon, c'est pareil. Mais bon, je suis nouvellement élue et vous savez que quand on commence, il faut une bonne année et demie, voire plus, vous avez tout à fait raison. pour s'y mettre. Est-ce que vous êtes allé visiter son installation? Pas encore, je ne pouvais pas, je n'ai pas eu le temps. Il faut prendre rendez-vous. Non, mais je vais y aller, oui, mais je suis invitée, il n'y a pas de souci. Bon. Mais c'est des inquiétudes, là, puisqu'on est en train d'en parler, et je profite pour poser la question. peut peut-être apporter sa contribution, et puis Anne-Laure Berthaud ou Bertrand Cordonnier, je ne sais pas, sur la partie légalité, contrôle, est-ce que tout ça est fait dans les règles et dans les normes? Donc, pour information, on a un contrôle qui a été fait il y a 3 semaines à peu près. Donc, en fait, quand on monte l'installation, on a un tonnage de digesta, un tonnage de fumier, de matière entrante qui est répertorié. De ça, on va sortir un tonnage d'azote. Donc par rapport à cet azote-là, on fait une opération, le nombre d'azote divisé par 170 unités par rapport à la limite maximum autorisée. Ça nous fait une surface de plan d'épandage potentielle, on va dire. Après, par rapport à ces épandages-là, on peut les faire, il y a des périodes aussi de restriction, comme tout le temps. On peut pas en épandre décembre jusqu'au partir du début février. Enfin, ça, c'est réglementairement. Et après, on a aussi la possibilité d'épandre aussi bien sur des prairies que sur des champs. Donc après, par rapport au passage des animaux, donc on ne peut pas mettre de digestat sur des prairies si les animaux sont présents sur la prairie, et il faut les faire repasser après un minimum 45 à 60 jours après je dis pas de bêtises, je crois de ça, 60 jours après l'épandage. Après, par rapport au fait, on va dire, de nocivité ou quoi que ce soit, donc je parle avec mes bouts de plastique, donc ça, le plastique, c'est pas, on va dire, il est visuellement, on peut le voir, mais c'est pas un problème. Par contre, au niveau des normes d'épandage et quantité d'épandage, donc là, nous, on fait nos enregistrements par rapport aux épandages qu'on fait. On déclare les tonnages qu'on épand sur telle et telle parcelle, et aussi la période d'épandage. Et donc, par rapport à ça, à n'importe quel contrôle, on présente ce cahier-là, donc c'est un cahier d'épandage. Donc en fait, c'est ce qu'on a eu comme contrôle il y a 3 semaines. Donc ils ont pris nos matières entrantes, ils ont pris nos matières sortantes, ils ont pris toutes nos parcelles sur lesquelles on est pendu, et donc de là, ils nous disent si on est bon, si on n'est pas bon. Vous êtes bon? On était bon. Super. Monsieur Boursier, peut-être au nom de la Chambre, vous organisez, vous surveillez les contrôles qui peuvent être faits, ou c'est pas du tout votre champ de compétence? Ah non, c'est pas dans les prérogatives de la Chambre. On est au courant. Par contre, il peut très bien y avoir des conseillers qui peuvent conseiller Régis s'il a besoin. Sur ce qui doit être fait, respecter les délais, les prairies, etc. De contrôle, non. D'accord. Bertrand Cordonnier, alors, pour l'ADEME. Voilà, l'organisme de contrôle d'État, c'est l'État, l'ADREA, la DDSPP, et voilà, tout ce qu'il peut y avoir. Et je dirais que sur la méthanisation, il faut vous rassurer au moins sur les contrôles, c'est que, voilà, il y en a déjà eu un, toutes les installations sont contrôlées régulièrement dans leurs premières années parce que l'État et les services ne veulent pas se tromper, donc voilà, on ne va pas laisser 5 ans avant d'aller contrôler, donc on nous a déjà dit que ça serait bien contrôlé comme il faut. Pour juste conclure sur le digestat, on a lancé depuis 2 ans maintenant des suivis qui vont au-delà justement de la réglementation sur le digestat pour mieux connaître le digestat et les digestats, parce qu'évidemment il n'y a aucun digestat qui est pareil, pour répondre un peu à toutes ces questions, aux questions des exploitants, savoir comment bien utiliser ce digestat. Il y a des questions sur la matière organique qui reviennent assez souvent en disant que la méthanisation dégrade toute la matière organique et qu'on n'aura plus de matière organique dans les sols. Donc on voit que c'est faux, on a une autre matière organique, mais on en a toujours. Donc voilà, on a des résultats qui vont arriver dans les mois qui viennent, qu'ont pour but avant tout d'orienter les porteurs de projets à bien utiliser leur digestat. Et puis de rassurer tous les territoires qui s'inquiètent, à juste titre, de ce que peut être ce digestat sur les sols. Merci. N'oubliez pas de prendre rendez-vous, madame, avec qui il faut. Il vous fera faire le tour du propriétaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, allez-y. Oui, je suis M. Jalin, l'homologue d'Éric Gentil pour le CISECO, le syndicat d'énergie de Côte d'Or. Donc on travaille sur ces projets-là aussi. Moi, je voulais faire une suggestion, c'est de se pencher aussi avec les agriculteurs sur l'utilisation du bio-GNV directement sur les tracteurs et tout ce qui roule à la campagne. Plutôt que de mettre du bio-GNV dans les tuyaux de GRDF, l'emmener à la ville pour faire rouler les camions, faisons déjà la substitution du fioul à la campagne. Il y a des tracteurs qui... Il y a des tracteurs qui sont en test en Allemagne, dans le nord de l'Europe, sur des moteurs à gaz. Il faut filtrer évidemment, mais de toute façon il faut filtrer le gaz pour l'injecter sur les réseaux de GRDF. C'est un gros investissement, la filtration, mais si on fait ça, on n'a pas besoin d'installer de moteur électrique pour produire l'électricité ou de réseau de chaleur pour valoriser la chaleur.
Et à la campagne, vous avez aussi le problème dans Lyon, il n'y a pas du réseau de gaz partout. Et GRDF, il faut aussi, j'interpelle M. Gay, mais il ne fait pas d'efforts pour amener le réseau de gaz près des méthaniseurs pour injecter. Voilà. Ah là là, vous êtes fait repérer, Thierry Gay. Ouais. Ouais. Donc, mais il va vous répondre. Mais... Oui. En fait. GRDF ne fait pas d'efforts. Non, non. Partons de ce constat. D'abord, pour parler de l'utilisation de biométhane pour des tracteurs agricoles, ce serait une très bonne idée. La difficulté, souvent, c'est le stockage, parce que l'unité de méthanisation, elle va produire en continu. Le tracteur, il vient se charger que de temps en temps. Souvent, il y a un problème de stockage. Et puis, sinon, pour répondre, effectivement, pour ce qui concerne l'extension du réseau, pour pouvoir financer un ouvrage, il faut qu'il y ait une consommation. Parce qu'en fait, on est soumis à des règles de rentabilité. Or, un projet de production de biogaz, ça ne consomme rien. Donc, pour pouvoir financer un ouvrage, il faudrait trouver des clients, quoi. Ça, la difficulté. Donc c'est vrai que si on pouvait, on étendrait de façon plus volontaire le réseau, mais il nous faut trouver des prospects, des projets alimentés pour pouvoir tirer les réseaux. Mais cherchez. On cherche. Il a raison, monsieur, vous ne faites pas d'efforts. Voilà, on fait des appels, n'hésitez pas, développer des projets consommateurs de gaz, de biométhane demain. Une dernière question peut-être ? Oui, s'il vous plaît. Jean Massé, personne n'a parlé de réseau de chaleur. Et quand on parle méthaniseur, il y a chaleur derrière. Et personne n'en a parlé, alors je ne sais pas comment la famille Donden fait. Il peut chauffer les logements autour, mais je sais qu'à la Pierre-Quivire, c'est un problème. Je sais qu'il y a d'autres... À Saint-Fargeau, c'est un problème, parce qu'ils n'ont pas la chaleur, ils ne l'utilisent presque pas, quoi. Un peu les logements autour, mais ça limite. Et l'été, la chaleur, elle va encore réchauffer le climat, toujours. Alors, il y a un problème. Donc nous, sur le projet, la chaleur, donc on s'en sert pour chauffer le digesteur. Ça, c'est une petite partie, réglementairement. L'hygiénisation, donc pour toutes les matières extérieures qui rentrent, sont hygiénisées, montent à 70 degrés. Donc ça, c'est une deuxième partie, mais c'est pareil, on n'en parle pas, c'est une obligation réglementaire. Par contre, on a un séchoir, donc on déshydrate une partie du digestat. On a à peu près entre 20 et 25%, enfin on va dire 25% du digestat qui passe sur le séchoir, donc on passe de la phase solide à la phase liquide à la phase solide. Et on a aussi prévu donc l'installation est située à 1 km de l'exploitation. On a 2 poulaillers industriels et on a prévu donc l'ADEME nous aide à financer un réseau de chaleur pour aller chauffer nos 2 poulaillers et 9 maisons autour, plus éventuellement la mairie. Sauf qu'on se bute à des problèmes. Nous, on s'appelle pas GRDF, on s'appelle pas EDF, on s'appelle pas Lyonnaise de l'eau. Quand on demande à passer chez un tiers, on a des obligations. On n'a pas, comment s'appelle, ce n'est pas une obligation. C'est une servitude. Quand on demande à un tiers de passer chez lui, c'est très très compliqué. Donc on avait plus ou moins trouvé un arrangement. L'arrangement est en train de tomber à l'eau. Donc en fait, à partir du moment où on passe chez un tiers, c'est très compliqué, quoi. Le réseau de chaleur, nous, ça serait très intéressant. Au niveau des poulaillons, qu'on serait plus de gaz, on aurait une meilleure ambiance. Par contre, créer un réseau de chaleur quand l'installation est excentrée par rapport à l'exploitation, c'est très compliqué, quoi. Là, on est privé et on n'arrive pas à rentrer sur un domaine comme ça, quoi. Peut-être que le syndicat pourrait vous accompagner dans cette mission. Pourquoi pas ? De médiation. Alors moi, j'ai une réponse à apporter à M. Massé pour le GAC des Baillis. Donc il y a une unité de séchage de fourrage. Donc oui, c'est petit, mais ça couvre la part d'utilisation de chaleur. Et puis par ailleurs, j'en profite. J'avais une question à poser à M. Cordonnier. Parce que bon, on a bien vu qu'il y a une vraie problématique par rapport aux intrants extérieurs. Il y a quelques années, il s'en souviendra peut-être, il avait participé à un voyage d'entreprise en Rhénanie-Palatinat et on avait visité une unité de méthanisation qui utilisait en partie des cultures dédiées, notamment de l'ensilage de maïs. Et à l'époque, on avait un peu évoqué la question, et c'était une position assez radicale de l'ADEME de refuser catégoriquement d'accompagner, de financer des unités de méthanisation lorsqu'il y avait des
des cultures dédiées qui entraient dans le mélange. Or, tous les praticiens de la méthanisation fermière savent que souvent, pour équilibrer, stabiliser le mélange, il peut être utile de, en partie, apporter des cultures dédiées de façon à avoir notamment dans le temps une stabilité du mélange. Voilà. Merci monsieur. Oui. Oui, une réponse. Alors non, il n'y a jamais de... L'ADEME n'est jamais arrêté sur rien et on se laisse guider par le pragmatisme. La preuve, l'installation à Saint-Fargeau met du maïs en silage et on l'a financé. Ce que par contre, alors côté ADEME et côté personnel, c'est ce qu'on ne veut pas, c'est le développement à l'allemande où on a des installations qui sont principalement alimenté en maïs en silage, 50-60% du tonnage, et il y a 7 millions d'hectares de maïs qui est dédié à ça. Donc à l'époque, et toujours maintenant, on est réticent. On autorise une partie des intrants peut venir d'ensilage de culture, qu'on limite nous à 10% en tonnage à peu près des installations aujourd'hui. Et on réfléchit à quelle culture on pourrait mettre dans ces méthaniseurs, la culture la moins exigeante à faire pousser, qui pour autant va produire de l'énergie, parce que si elle ne produit pas d'énergie, ça ne sert pas à grand-chose non plus, et qui va permettre de compléter une ration. Ça ne sera pas le substrat principal des installations, mais ça sera un complément de ration, soit pour que la biologie fonctionne bien, comme vous le dites, soit quand on a un peu moins d'effluents d'élevage, quand les bêtes sont au pré, on peut compléter. Donc voilà, on est dans cette logique-là de surtout ne pas engager des installations principalement basées sur des cultures énergétiques, ça c'est clair, et de réfléchir à la meilleure voie possible pour que ça soit, comme vous le dites, pas ni oui ni non, mais voilà, c'est un petit peu et de manière raisonnée. Je propose le mot de la fin, ou en tout cas qui va compléter le sujet pour vous, Anne-Laure Berthaud. Je voulais juste revenir sur ce que disait Monsieur Donden sur le séchage du digestat. En fait, c'est une grosse problématique parce que sur certains projets, en fonction du type d'intrant qu'on a, on se retrouve avec un digestat qui a une teneur en matière sèche à peu près 30% et qui ne se tient pas en tas. Et en fait, ce digestat doit être stocké en attendant les périodes d'épandage. Et donc, c'est un poste assez énergivore. Et pour des projets en cogénération, une grande partie de la chaleur est utilisée pour le séchage du digestat. Et donc il y a d'autres alternatives pour le traitement du digestat qui peuvent être le compostage, donc soit sur site, soit ex situ sur du compostage industriel, donc des plateformes qui sont déjà en activité. Merci. On va s'arrêter là sur cette thématique parce que le temps passe. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'était très intéressant, une technologie d'avenir, une énergie renouvelable, mais pas simple dans tous les cas, et que les agriculteurs qui voulaient se lancer là-dedans avaient tout intérêt à s'accompagner d'experts via le syndicat pour avancer sur ce genre de projet. Je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs. Vous n'oublierez pas, Bertrand Cordonnier, de passer le message à l'ADEME du côté de l'Indre-et-Loire pour qu'il soit très très gentil avec Sophie Nicolas. À l'avenir.